Donc merci d'être aussi nombreux pour cette session Actor Studio. Donc aujourd'hui, donc la session à 14h45 va durer 45 minutes à propos un peu du privé, du public, les questions que vous pourriez avoir vis-à-vis de ces deux versants de la pratique de l'anesthésie-réanimation. Donc on a l'honneur de recevoir Emmanuel Dolla, qui est, si je ne me trompe pas, PH à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Oui. Et Thibaut Triglia, donc je vais laisser se présenter. Ouais. C'est bon, j'ai le micro. Bonjour à tous, alors on ne vous voit pas du tout. Donc moi je suis Emmanuel Dolla, je suis PH à la Pitié-Salpêtrière. Donc je vais juste vous raconter un peu mon parcours parce que je pense que ça vous intéresse après pour les questions que vous vous posez entre le privé et le public. Donc moi j'ai fait mon externat à Nice, donc je suis un peu sudiste comme la majorité d'entre vous, d'accord, je ne suis pas juste parisienne. Après j'ai fait mon internat à Paris, puis mon clinica en salle de réveil à la Pitié-Salpêtrière, et maintenant je suis PH donc en salle de réveil et au bloc opératoire à la Pitié-Salpêtrière. Et je pense que je suis une des rares femmes en France à avoir une promotion en étant en congé maternité, parce que depuis 2 semaines que je suis rentrée de mon congé maternité, je suis chef de service adjointe en salle de réveil et au bloc opératoire à la Pitié. Voilà. Et Thibaut ? Bonjour à tous, Thibaut Triglia, donc je suis un anesthésiste réanimateur dans une structure privée à Marseille, qui s'appelle l'hôpital Saint-Joseph. Et donc moi je suis marseillais, j'ai fait mon externat à Marseille, mon internat à Marseille. Après mon internat, pendant mon internat, j'ai même fait un master 2 et un clinica, commencé une thèse de sciences, des PHC, comme le parcours classique, et au moment près de choisir de rester sur la voie universitaire ou de changer de vie, de carrière, et donc j'ai décidé d'opter pour une structure, on va dire, libérale, ça s'appelle comme ça. Et donc on va essayer de discuter avec vous maintenant, de savoir quels sont les points positifs de ces deux possibilités que vous avez à la fin de votre cursus pour la vie professionnelle. Du coup, donc on va essayer de détailler un petit peu les différents aspects. On n'a pas énormément de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc on a décidé de ne pas trop parler un petit peu du côté structurel des différentes structures. C'est vrai que ça dépend vraiment de la taille à la fois entre un énorme CHU comme peut l'être la Timone ou la Pitié, d'un petit CH d'une ville un peu plus petite. Et à la fois, il y a des cliniques, des fondations ou des hôpitaux privés il y a tellement de différences que c'est un petit peu difficile d'aborder. C'est probablement pas ce qui vous intéresse le plus. Du coup, on a pensé aborder plutôt ce qui finalement intéresse le plus les gens, à savoir un petit peu la qualité de vie au quotidien et au niveau professionnel, qu'est-ce qui change dans l'exercice de la médecine dans ces deux types de structures, même si évidemment il y a tout un panel de possibilités. Alors peut-être Emmanuel d'abord, parlons un peu de la qualité de vie à l'hôpital. Il y a énormément de fantasmes à la fois des deux côtés, c'est-à-dire que les gens à l'hôpital, notamment les internes en début, vont s'imaginer peut-être que la clinique c'est un peu un endroit où on va gagner énormément d'argent, ou finalement on ne sait pas trop pourquoi, enfin on sait pourquoi les médecins vont y aller, mais il y a une espèce de fantasme qui se crée aussi, où on se dit les patients ne sont pas forcément très intéressants, ça va être beaucoup de patients très âgés, très polypathologiques, qui ont de l'argent souvent, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors est-ce que tu peux nous expliquer par exemple au niveau du recrutement des patients et de toi à l'hôpital public, qu'est-ce que ça t'apporte de rester à l'hôpital public, et qu'est-ce que tu trouves toi plus intéressant que dans les structures privées? Alors déjà, ce qui est important, je pense, c'est que je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'étais interne, j'ai fait mon 2e semestre. Donc mon premier, il n'a servi à rien, autant vous le dire, parce que, bref, je n'ai pas choisi un très bon stage. Mais mon 2e semestre dans un PSPH ou un ESPIC à Paris, j'ai eu la chance d'avoir ce stage-là, avec un endroit qui était extrêmement bien organisé, des anesthésistes qui étaient très bons et des patients très intéressants. Et ça m'a permis beaucoup, en fait, ça m'a vraiment beaucoup appris en termes de clinique, bien sûr, mais aussi en termes d'organisation. Donc c'est pour ça que ça m'est resté maintenant, donc c'est important. En ce qui concerne les malades, je pense que c'est un peu bête de penser qu'à l'hôpital, on a les patients les plus intéressants, et que si vous allez dans des structures privées ou semi-privées, vous aurez des patients non intéressants et des chirurgies non intéressantes. Ça, je pense que c'est faux. Moi, je travaille à l'accueil des polytraumatisés, donc bien sûr, si vous voulez faire du polytraumatisé, vous pouvez pas aller en clinique faire du polytraumatisé, bien sûr. Après, en clinique, ils font des DPC, ils font des œsophages, ils font des chirurgies très intéressantes. Et voilà, donc je pense que c'est pas tellement le sujet du débat. Je pense que c'est plutôt en termes de qualité de vie, donc en termes de salaire. C'est vrai qu'à l'hôpital public, on ne pourra jamais battre les patients qui sont dans des cliniques très lucratives et qui bossent 5 jours semaine, ça c'est sûr qu'on ne pourra jamais. Néanmoins, là, à l'heure actuelle, moi je suis PH, on a développé un système à la Pitié
et qui se développe en fait dans plein d'hôpitaux parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une petite pénurie d'anesthésistes réanimateurs en France, un système d'intérim interne. En fait, c'est un système où vous venez travailler 1 ou 2 jours où vous ne deviez pas venir travailler normalement, en plus, dans votre structure, mais vous êtes payé comme si vous étiez intérimaire. Donc en gros, c'est 2 journées où vous venez travailler et vous êtes payé 650 € la journée, en plus de ce que vous gagnez en tant que PH. Alors PH, vous savez, c'est des systèmes d'échelons, c'est des systèmes qui sont un peu, comment dire, old school et qui ne devraient plus l'être parce qu'en fait, quand vous êtes PH, vous rentrez, ou CCA, enfin bref, vous rentrez dans la fonction publique et donc il y a des échelons. Donc vous commencez échelon 1 ou échelon 2, ça dépend, et vous gravissez jusqu'au 13e échelon où là vous gagnez très bien votre vie. Je crois qu'un 13e échelon, il doit gagner 9 000 € par mois, quelque chose comme ça net. Voilà. Mais c'est un système en fait qui ne tient pas compte de vous, votre performance, de vous, votre implication dans l'hôpital, mais c'est le système qu'on a. Donc moi, à l'actuel, je suis PH, je fais de l'intérim, et après, on a des gardes qui sont rémunérés en plus. Avec tout ça, en gros, un PH en début de carrière, vous gagnez 5 000 € net par mois, ce qui est un salaire qui est très convenable, mais c'est sûr que vous n'irez jamais concurrencer quelqu'un qui est dans le privé, ça c'est évident. Les avantages qu'on a par contre à l'hôpital public, moi je vous dis ça, donc j'ai été en congé mater jusqu'à il y a 3 semaines, c'est que quand vous partez en congé maternité, eh ben, vous êtes détendu parce qu'en fait vous n'avez pas à trouver des remplaçants quand vous n'êtes pas là. Quand vous êtes en vacances, c'est pareil, vous choisissez quand est-ce que vous partez en vacances, vous n'avez pas des vacances imposées par rapport à votre chirurgien, parce qu'en gros, généralement dans les systèmes privés, vous partez en même temps que le chirurgien avec qui vous bossez, la plupart du temps. Quand vous êtes malade, alors bon, globalement les médecins on n'est jamais malade, mais si un jour dans l'année vous êtes malade, vous n'avez pas besoin de trouver un remplaçant à la dernière minute, ça c'est quand même une tranquillité d'esprit. Voilà, moi je découvre un peu la nouvelle vie d'avoir des enfants et ça vous concerne peut-être pas encore, ou ça en concerne peut-être certains. Quand vous avez une galère avec un enfant malade, que vous devez partir plus tôt et tout ça, c'est quand même plus simple à l'hôpital de s'organiser avec les collègues pour pouvoir trouver des arrangements. Donc ça c'est vrai que c'est une tranquillité d'esprit. Voilà, en termes de qualité de vie personnelle, voilà, moi j'ai la chance de vivre dans Paris intramuros, j'ai la chance de pouvoir partir en vacances, j'ai la chance d'avoir une crèche qui m'est en partie financée par l'hôpital public, une crèche qui est à l'hôpital qui a des horaires extensifs, qui ferme à 21h30. Donc ça c'est quand même formidable quand on est médecin, c'est une tranquillité d'esprit, voilà, c'est vraiment une sacrée tranquillité d'esprit, quoi. Voilà pour la qualité de vie perso. En ce qui me concerne. Et du coup, Thibaut, est-ce que tu as noté des choses particulières de ton passage de l'hôpital public à l'hôpital privé? Je vais rebondir là-dessus, sachant qu'en plus, pour avoir fait les deux, donc moi, ça fait 2 ans que je suis en structure libérale. En fait, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que maintenant, il y a plusieurs types en fait, de structures libérales. Vous connaissez très bien l'hôpital public et l'hôpital périphérique. Et ensuite, il y a différents fonctionnements. L'hôpital où je suis actuellement s'appelle des ESPIC. Alors l'acronyme, je ne le connais pas, mais en gros, ce sont des structures libérales. Nous, on est une fondation, c'est une fondation qui est dite religieuse, à but non lucratif. C'est-à-dire que lorsque l'hôpital, ou la clinique, ou l'appelez comme vous voulez, a des bénéfices, ces bénéfices ne sont pas reversés aux personnes qui travaillent dedans, mais sont réinvestis pour le matériel, pour refaire des locaux neufs, toutes choses comme ça. Et donc chaque année, il y a, et comme c'est une structure qui fonctionne assez bien, il n'y a pas de côté lucratif, il n'y a pas forcément de secteur 2 non plus. Et donc ça permet de attirer des différents médecins avec des moyens, des techniques comme le robot, comme ces choses-là. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, en structure privée, on a des structures quasiment identiques dans celle où je suis au CHU que j'ai connu. Et donc ça permet de travailler d'un point de vue professionnel dans des excellentes conditions. Et donc quand on travaille dans des bonnes conditions, forcément, qu'on est content d'aller travailler le matin, la qualité de vie est aussi importante. Et pour revenir là-dessus, pour avoir fait les deux, ma qualité de vie est nettement mieux que je suis maintenant en structure libérale. Je fais 7h, 21h, c'est pas vrai. C'est faux. Ça fait moi 2 ans que je suis là-bas. Les 2 fois où j'ai dû finir hors garde après 20h30, elles se comptent sur une demi-main, parce qu'il y a toujours une structure de garde avec un médecin qui vient vous prendre la relève. On ne commence jamais les blocs. Il y a une charte de bloc comme à l'hôpital public, sauf qu'elle est respectée. Et ce qui fait une grande différence... On essaye. Ce qui fait une grande différence, c'est qu'en fait, vous êtes rémunéré à l'activité que vous avez fait. C'est-à-dire que vous avez travaillé, vous allez être rémunéré. Donc quand on est à l'hôpital public et que, je prends un exemple d'endoscopie qui sont des gestes rapides. À l'hôpital public, on fasse une endoscopie
ou 20, on est payé pareil. À l'hôpital privé, ou la clinique privée, ou l'hôpital but non lucratif, qu'on en fasse 1, on est payé à 1. Si on en fait 10, on est payé à 10. Donc forcément, tout le monde, ça va du brancardier à là, tout le monde va tirer dans le même sens. Et même, on va se recentrer vers le patient. Et où tout le monde, que ce soit la relation entre le médecin et le chirurgien, entre le brancardier, tout va être dans l'intérêt du patient. Et aussi, on a souvent à dire que à l'hôpital public, il y a des très bons médecins, il y a des très bons anesthésistes, il y a des très bons chirurgiens, des très bons médecins spécialistes. Ce n'est pas parce qu'on part dans le privé qu'on n'est pas bon. C'est souvent un peu les images que l'on a d'il y a une vingtaine d'années qui restent ancrées là-dedans. Ce n'est pas forcément les plus mauvais qui partent, pas les meilleurs non plus, attention, mais c'est une certaine mentalité. Et du coup, compte tenu de toute cette ambiance-là, où c'est plutôt sympathique, moi je le vois comme ça, forcément on adapte aussi son mode de vie. Étant donné qu'on est libéraux, on travaille quand on veut. Si on veut travailler 2 jours par semaine, on travaille 2 jours par semaine. Et c'est fini, cette époque où l'anesthésiste, parce qu'on parle de ça, était dépendant du chirurgien. Ça ne se fait quasiment plus, sauf les vieux anesthésistes. Mais les jeunes générations d'anesthésistes, et donc pour bonne là-dessus, je pars en vacances quand j'ai envie de partir en vacances. Et tu es dans un ESPIC. je suis dans un ESPIC, mais l'évolution, je pense, des hôpitaux privés, et de plus en plus, le président et la ministre veulent qu'il y ait de plus en plus de structures d'ESPIC, c'est-à-dire celles où je suis actuellement, des structures à but non lucratif, qui prennent les avantages d'un hôpital public, les avantages d'un privé. Alors bien sûr, il y a des contraintes, on en parlera après, mais globalement, on est libéraux. Et dans le groupement d'anesthésie où je suis à mon compte, tout seul, libéral. Après, on parlera des charges, de toutes ces choses-là. On se remplace entre médecins. Donc quand il y en a un qui part en vacances, eh bien, l'autre bosse 3 jours par semaine, il en bossera 4 parce que son collègue est en vacances. Donc on n'a pas besoin de se remplacer, on prend les vacances quand on veut. Moi, par exemple, j'ai les choix de vie fait que j'ai une petite fille en garde alternée, et à chaque vacances, à chaque vacances scolaire, je prends une semaine, comme un instit, presque. Mais si vous voulez, je prends une semaine à chaque fois, et ça pose aucun problème, pour aller chercher ma fille. Moi, j'ai pas de nounou, je vais la récupérer parce que je m'arrange aussi. Donc, il ne faut pas croire qu'à l'hôpital privé, on est à la solde du chirurgien, qu'on est tout seul dans sa grotte au fond d'une salle, à faire 8h, 21h, à être tous maigres. C'est pas trop le cas de moi. Donc, c'est pas comme... Non, non, on a le temps de manger, on a le temps d'aller... Et donc, il faut bien... En fait, ce qu'il faut, c'est faire des remplacements pour se rendre compte de ce que c'est. Parce que tant qu'on entend dire c'est comme si, c'est comme ça, ces gens en fait, qui n'y sont jamais allés, qui en parlent beaucoup en fait. Mais quand on y est, on se rend compte que on n'est pas si malheureux que ça. Après, il n'y a pas, et moi ce qui me manque le plus, c'est ce côté de, même si nous dans le groupement on essaie de faire des staffs, des choses comme ça, il n'y a pas ce côté, on va dire, uni un peu qu'à l'hôpital public, de staff, de discussion, de fait d'être tiré vers le haut, pour le côté professionnel. Mais globalement, pour la qualité de vie, je n'ai pas perdu en qualité de vie en passant en structure libérale. J'ai même, pour moi, gagné en qualité de vie. J'ai l'impression d'être moins de temps à l'hôpital, mais de travailler mieux. Après, il n'y a pas de structure magique, il n'y a pas de structure formidable. L'hôpital public fonctionne très bien. Il est peut-être mal utilisé. C'est une raison, moi, qui m'a fait m'en aller, c'est que l'organisation, je n'ai trouvé plus mon compte. C'est-à-dire que beaucoup d'ici sont marseillais et savent que quand on est PH en anesthésie à Marseille, on bosse quand même assez à mi-temps. C'est-à-dire qu'on a les matins ou d'après-midi. Et tant qu'on accepte la situation, que ça convient, il faut y rester. Mais à partir du moment où on n'y trouve plus son compte et qu'on n'a pas envie de devenir le vieux PH qu'on a critiqué pendant notre internat, il faut essayer de faire autre chose et de partir et de ne pas devenir comme ça. Mais... Comment ? Ou de rester. Ou de rester. C'est-à-dire, à partir du moment où on y trouve son compte, c'est pas mieux. L'herbe, elle sera jamais plus verte ailleurs. Hein. Que vous soyez à l'hôpital public ou privé, il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Mais ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre pour sa vie, pour son fonctionnement. Et à partir du moment où déjà on est content d'aller bosser le matin et content de rentrer à la maison, tout va bien. Et ça, que ce soit à l'hôpital public ou en libéral, c'est peut-être le plus important. À partir du moment où sur une journée, on en fait, au lieu d'en faire un, où on en fait plus, forcément, on est mieux rémunéré. Après, mais il y a des charges, il y a des assurances, il y a le stress qui n'est pas le même lorsqu'on a un problème à l'hôpital. Quand on est à l'hôpital public ou qu'on a un problème, globalement,
on sait qu'on est un peu protégé. Lorsqu'on est en libéral, il faut toujours justifier. Donc on a une assurance qui est plus chère. On a l'URSSAF, on a la CAF. Donc globalement, on a beaucoup de charges, mais on gagne quand même au total au moins 3 fois mieux qu'un péage du même âge net d'impôts que l'hôpital public. Mais il y a certaines contraintes, même si moi, j'en vois pas spécialement, mais globalement, la structure où je suis n'est pas exportable. Donc, je ne vais pas parler des structures privées purement où le vieil anesthésiste est soit la femme ou la maîtresse du chirurgien et donc prend les vacances en fonction de cela. Je ne vais pas en parler parce que ça, je ne le connais pas. Mais l'évolution fait qu'il va y en avoir de moins en moins. Mais globalement, la structure où je suis ressemble assez bien au CHU avec le côté scientifique et qui est quand même dans notre boulot très important en moins. Donc, il y a des avantages, mais cet avantage-là, et c'est vrai que scientifique n'y est pas, et en qualité de vie, c'est vrai que on est bien, mais on n'a pas la souplesse qu'il peut y avoir au CHU. Alors même si je n'ai pas la chance ou la malchance d'un jour d'être enceinte, mais dans la structure où je suis, beaucoup de femmes viennent à Saint-Joseph parce qu'elles savent qu'il y a une prévoyance qui fera que lorsque vous serez en congé maternité, vous serez 2 fois mieux payé que lorsque vous travaillez. Parce qu'il y a des assurances qui permettent de prendre ça, et avec un congé maternité, de maladie, enfin toutes ces choses-là. Donc, il y a d'autres manières. Il ne faut pas croire que c'est qu'à l'hôpital public qu'on a des avantages. On peut en avoir aussi en privé, mais c'est payant. Voilà. Pour le cadre de vie... Moi, j'avais une question à te poser, Thibaut, pour te connaître un petit peu. Je sais que tu es très porté sur l'enseignement des externes, des internes. Est-ce que c'est pas quelque chose qui te manque, même si je sais qu'il y a quelques internes, il y en a quand même beaucoup moins. Est-ce que c'est pas une part de ton activité qui parfois te manque et mériterait peut-être d'être plus, en tout cas qui est prédominante à l'hôpital public et qui souvent est aussi quelque chose qui intéresse énormément les médecins, de l'apprentissage, le compagnonnage, la transmission du savoir. Bien sûr, c'est pour ça que à chaque fois que je discute avec des internes ou c'est indispensable après son internat de faire au minimum 2 ans de post-internat à l'hôpital. Parce que, en fait, quand on va être assistant ou PH ou assistant spécialiste, c'est là qu'en fait, on va apprendre notre métier, on va s'améliorer encore plus, parce qu'on va avoir la responsabilité du senior, et en formant des gens, des internes, et il y a toujours, on connaît, parce qu'on a été co-interne, donc dans un côté de compagnonnage et un peu de cohésion, ce qu'on dit tout à l'heure, et même, on participe au staff de manière scientifique. Ça, on ne l'a pas du tout à l'hôpital en clinique ou dans le libéral. Et donc oui, ça manque quand on était dedans et quand même on aspirait à être dans un côté universitaire, mais du coup on se rabat sur la formation des IAD, on se rabat sur la formation des infirmières, on se rabat sur d'autres formations où, dans la structure où je suis, on organise, il y a dans les services des formations pour les infirmières de manière hebdomadaire ou de manière mensuelle. Je continue toujours à faire des cours à l'école d'IAD, donc on peut toujours continuer, mais on adapte son emploi du temps. C'est-à-dire que quand je fais ça, je ne suis pas rémunéré. C'est-à-dire que je prends ça sur mon temps personnel pour le faire, ce qui n'est pas le cas quand on est à l'hôpital public, on prend ça sur son temps de travail. C'est une question de mentalité, d'envie, mais oui, bien sûr que c'est toujours plus sympa de travailler avec et d'apprendre interne, mais ce qui est intéressant, c'est que une des raisons qui m'a fait partir moi de l'hôpital public, c'est l'impression de ne plus rien faire. C'est-à-dire que quand on était au bloc, je n'intubais plus, je ne perfusais plus, je surveillais alors d'en haut, ce qui est très bien, mais là j'ai l'impression de refaire mon métier, c'est-à-dire que le matin j'arrive, je prépare ma salle, j'induis les patients, on gère un peu comme on le veut. C'est très bien d'avoir, et je ne regrette absolument pas d'avoir formé des internes, mais je suis toujours, j'ai autant toujours le plaisir à faire mon métier. Alors, je ne suis pas un passionné non plus de mon métier, mais je suis mais je suis content de faire ça. Donc oui, ça manque, mais d'un côté, ce que je ne faisais pas là-bas, ce que j'apprenais à faire aux internes, je le fais moi maintenant. Donc c'est une autre vision des choses, mais on peut toujours continuer à faire de l'enseignement. On a une interne dans notre structure où elle est assez libre de faire ce qu'elle veut, mais c'est toujours intéressant d'échanger. Mais on peut toujours continuer à faire des cours, pas forcément aux internes, où on peut venir parler comme ça, c'est un enseignement aussi pareil, mais sinon on se rabat plus sur les paramédicaux que sur les internes. Je peux rebondir peut-être sur l'enseignement.
Alors pour le coup, moi j'ai fait 2 ans de clinica parce que j'adore l'enseignement. Je ne suis pas du tout portée recherche, mais par contre j'adore l'enseignement. Et pour le coup, être chef de clinique pendant 2 ans, avoir des externes dont je me suis occupée pendant 2 ans qui vous envoient des mails à la fin de leur stage chez vous pour vous remercier, vous dire que s'ils sont passés à l'année au-dessus, c'est grâce à vous, qu'ils ont compris. Franchement, c'est hyper enrichissant, vraiment. Enfin, c'est un truc. Après, on n'aime pas tous l'enseignement. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y a Thibaut qui est là, Louis, pardon, qui est mon interne, qui était avec moi il y a 2 jours. Ah, il est là, ça y est, je le vois. Qui est en premier semestre. Et franchement, Louis, on a passé une journée ensemble. Moi, c'est hyper enrichissant de vous apprendre des trucs, de vous voir grandir, de vous voir vous former. On a plein. Enfin, bon, maintenant, j'ai un peu vieilli. Donc, j'ai des anciens externes qui sont devenus, malheureusement, internes de chirurgie orthopédique et qui reviennent en stage chez nous à la Pitié en 10e semestre, ce qui me fout un petit peu un coup de vieux. Mais quand je les appelle, quand je les ai au téléphone, ils me remercient encore de les avoir formés quand ils étaient externes, de leur avoir appris plein de trucs. Enfin, franchement, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand-chose pour eux, mais ils vous le rendent d'une manière, mais c'est incommensurable et c'est hyper enrichissant. C'est vrai que si on n'aime pas l'enseignement, si on n'aime pas être au contact d'autres personnes, non mais voilà, c'est vrai que l'hôpital c'est pas fait pour tout le monde. Je dis pas ça pour toi parce que c'était pas du tout ton cas, mais voilà, c'est un truc, moi j'en tire un bénéfice énorme et c'est génial de vous voir progresser, de vous suivre. Alors même si la Pitié c'est un gros CHU et Paris comme ça, alors moi quand j'étais niçoise ça me paraissait un truc complètement impersonnel. En fait c'est pas le cas et on connaît quand même beaucoup d'internes parisiens qui repassent dans différents services et qu'on retrouve pendant leur formation. Les voir grandir, enfin c'est vraiment génial quoi. Maintenant ils deviennent chefs de clinique, ils deviennent PH, je les retrouve assistants, enfin franchement c'est assez extraordinaire. Après on a la chance d'avoir un département nous d'anesthésie assez dynamique. Donc le lundi, on a des staffs au département. Le mercredi, on a la biblio et les cours aux internes. En fait, ça vous oblige à vous tenir à jour de la littérature que vous le vouliez, que vous le vouliez ou non, mais si vous êtes là, c'est que vous avez envie de vous tenir à jour. Donc ça, c'est vraiment hyper stimulant de l'avoir. Le jeudi, par exemple, on a un staff d'anesthésie où on se réunit avec tous les anesthésistes de la zone pour parler des dossiers en consultation qui posent problème. Parce que pour l'instant, vous vous en rendez pas compte, mais la consultation, pour ceux qui sont les plus jeunes, mais la consultation, c'est vraiment un moment primordial de la prise en charge de votre patient. Et ça, pour le coup, c'est la personne qui m'a formée dans un ESPIC qui me l'a appris. C'est vraiment hyper intéressant de faire de la consultation et c'est hyper challengeant parce que c'est là où vous devez prendre la décision de récuser ou pas votre patient, mais aussi les décisions des examens à lui faire avant, en préopératoire et tout ça. C'est vraiment hyper intéressant. Et donc, on se réunit le jeudi midi et on parle de tous ces dossiers-là qui nous posent un peu des difficultés et on débat et tout ça. C'est vraiment des moments hyper stimulants. On a aussi des staffs après par rapport à l'accueil polytraumatisé, des staffs de traumato, des staffs radio, où je fais venir un radiologue une fois par mois, où on revoit les images de scanner ensemble, et elle nous explique un peu la sémiologie du scanner ou de l'IRM ou peu importe. Donc voilà, c'est vrai qu'au niveau enseignement, au niveau bibliographie, tout ça, c'est hyper dynamique. On fait aussi des cours aux IAD. On a même créé maintenant un nouveau truc où les IAD font des cours aux internes sur certains trucs techniques qui marchent pas mal. On fait des cours aux infirmières. Voilà, on est impliqué dans l'écriture de protocoles. On écrit pas mal de protocoles. Donc là, moi, je travaille la salle de réveil et au bloc opératoire aussi, pareil. Voilà, nous c'est vrai que, alors peut-être c'est un monde idéal là où je suis, non il est pas idéal parce que je vais en parler après, mais j'ai la chance de travailler avec des anesthésistes qui ont 60 ans et qui sont encore hyper dynamiques, hyper impliqués, et moi je les regarde franchement et je suis admirative de voir qu'ils ont 60 ans, qu'ils sont encore là et que franchement ils sont bons quoi. Ils se sont tenus à jour, ils sont bons, ils connaissent la littérature, enfin vraiment alors c'est peut-être des profils particuliers, hein, je dis pas, je parle de ce que je connais, mais vraiment c'est impressionnant. Après, là où je te rejoins, c'est que l'organisation à l'hôpital public, c'est parfois un problème. Et ça m'avait vraiment choquée. Donc en 2e semestre, je suis passée dans cet ESPIC où franchement ça tournait, mais d'une manière, c'était nickel quoi. C'est-à-dire que le patient il arrivait en salle, vous incisiez, le chirurgien il était là. Enfin ça allait super vite et ça tournait bien et tout le monde était dynamique. Et je suis passée en 3e semestre dans un hôpital que je citerai pas. Et là, je suis arrivée, je voyais que le patient l'attendait 1 heure, que personne ne savait où il était, que personne ne savait où était le chirurgien. La penseuse, on ne savait pas où est-ce qu'elle était, on ne savait pas qui était l'anesthésiste. Enfin bon, c'était ce que vous avez peut-être vu dans certains stages. Enfin bon, il n'y a rien de pire quoi. Pour vous démotiver de votre travail, il n'y a rien de pire. Et moi, je m'étais toujours dit que je ne travaillerais pas dans un endroit qui fonctionne comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer le service où je travaille et de me dire qu'il y avait plein de choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas, mais en tout cas sur celles qui ne marchaient pas, qui étaient en partie l'organisation, et il y avait une volonté de changer.
grâce du coup au chef de service avec lequel je travaille. Et quand je suis devenue chef de clinique et puis PHC, puis PH, je me suis vachement impliquée dans l'organisation. Et en fait, on a changé énormément de choses là en l'espace de 2 ans en ce qui concerne l'organisation. On a fait des réunions. En fait, on a une réunion toutes les semaines avec les IBOD, avec les quadribodes, les quadriades, les anesthésistes et les chirurgiens qui sont censés être là pour l'organisation du bloc opératoire et dire on reprend le planning de toute la semaine, on dit voilà, en salle 2 ce jour-là, et le patient il pose des difficultés d'intubation ou de ventilation, on prévient que va y avoir une fibro à faire, donc du coup le patient faut pas le mettre en première position. Enfin, c'est des trucs qui vous parlent pas forcément peut-être maintenant, mais c'est des trucs qui vous changent la vie au quotidien en fait, parce qu'il n'y a rien de pire que quand c'est mal organisé. Et pour le coup, je pense que l'hôpital public, on a vraiment à apprendre des structures privées qui elles l'ont anticipé il y a beaucoup plus longtemps que nous. Et voilà, donc on a créé ça, ça marche, franchement, l'organisation est mieux, on a encore des efforts à faire, mais ça c'est normal, c'est comme tout le monde. Mais voilà, et c'est hyper gratifiant de voir que ça a marché, qu'en fait il a fallu pas grand-chose, juste se parler, se mettre tous autour d'une table, parce qu'il y a d'IBOD, CHIR, ANES, on n'a qu'une seule envie, c'est que les choses tournent. Donc voilà, ça c'est, pour moi c'était un peu le point un peu plus compliqué de l'hôpital public, qui était l'organisation. Et voilà. Et franchement, en tout cas là où je travaille, il m'a été donné la possibilité, ce qui n'est pas donné à tout le monde non plus, mais il m'a été donné la possibilité de m'impliquer là-dedans et maintenant d'être chef de service adjointe pour encore plus m'impliquer là-dedans. Voilà. Mais après, c'est une rencontre entre une structure et un médecin, quoi. J'ai envie de dire, voilà, il faut trouver la structure qui vous plaît et qui vous convient. Et du coup, une question à Thibaut que certains peuvent se poser, c'est le côté d'aller dans le privé. Alors même si ta structure est un petit peu différente, elle se rapproche quand même plus dans l'organisation d'un hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté de chacun est dans son coin, à la fois les anesthésistes, les chirurgiens, et en plus il n'y a pas forcément autant d'aide d'infirmiers anesthésistes qu'il peut y avoir à l'hôpital. Est-ce que c'est pas chaque anesthésiste qui gère ces 2 salles avec un peu être un peu laissé, avec un manque de cohésion finalement au niveau de l'équipe anesthésique, et finalement comme chacun touche ses honoraires, après c'est pareil, ça dépend des structures, mais est-ce que c'est pas le côté tu te débrouilles, c'est toi qui gagnes tes sous, chacun gère, règle ses problèmes, et du coup avoir un peu le sentiment quand on est jeune qu'on va être un peu laissé, pas à l'abandon, mais chacun dans son coin, et que ça peut être difficile. Alors oui, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas partir après son internat directement. Pour ceux qui ne veulent pas rester au CHU, il ne faut pas aller directement en structure libérale, parce qu'on est vite paumé et qu'on n'a pas forcément les bases. Donc c'est pour ça que je réinsiste sur le fait que c'est indispensable de faire ce qu'on appelle un post-internat, peu importe qu'on aime l'enseignement ou pas, c'est indispensable de faire un post-internat de minimum 2 ans à l'hôpital public. Après, dans les structures libérales, le point négatif, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, alors, les relations, je trouve, moi, anesthésiste, chirurgien ou anesthésiste, médecin spécialisé qui fait l'interventionnel comme un cardiologue, pneumologue ou radiologue, est très bonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas cet ego. Il n'y a pas l'ego que l'on peut avoir des fois du chirurgien à l'hôpital public. On ne l'a pas en structure, enfin je trouve moi, en structure libérale, parce qu'en fait c'est le patient qui est le centre de tout, et le chirurgien a compris que s'il n'y a pas l'anesthésiste, il ne travaillera pas, il ne mangera pas, et donc il ne pourra pas fonctionner. Donc c'est une espèce de binôme qui marche assez bien. Le seul truc un peu limitant, c'est on est seul. Effectivement, l'anesthésiste, on est seul. Quand on est au bloc, on a toujours un interne, on a toujours une IAD par salle généralement. Dans la structure où on est, nous, on est seul, c'est-à-dire quand on a 2 salles, on a obligatoirement une IAD avec nous à côté, mais la salle où on est tout seul. Donc forcément, la journée, alors on peut toujours s'arranger. Souvent, on a une IAD, un anesthésiste et un chirurgien qui fait sur 2 salles. Donc ça permet d'avoir une certaine souplesse. Mais il y a des journées où on a une salle, un chirurgien, une IAD, un chirurgien. Et c'est vrai que c'est lourd. Et en fait, on se rend compte que là, le facteur qui est bien mis à l'hôpital, c'est que l'IAD que l'on a, uniquement là, en fait, non pas pour aider l'anesthésiste, mais uniquement pour faire avancer rapidement le programme, pour faire plus de malades. Et ça, c'est vrai que c'est un point négatif qu'on essaye de gommer, de limiter, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, comme a dit Emmanuel, aussi en structure, on a un staff de programmation de bloc, et on essaye d'adapter les gros malades. On sait que des fois, on a une salle, quand on n'a qu'une seule salle avec un chirurgien, on n'a pas d'IAD, mais des fois, on anticipe, on sait qu'on va avoir un malade un peu lourd, une intubation difficile, et donc soit on s'arrange pour qu'il y ait une IAD qui vienne faire l'induction avec nous, ou alors un collègue anesthésiste pour ne pas être tout seul. C'est extrêmement rare les situations où quand on va faire une induction, on est tout seul. Mais voilà, ça c'est un point, et c'est pour ça qu'il faut avoir un vécu
de senior d'anesthésie avant de se lancer dans le grand bain, parce que sinon, on va être paumé. C'est-à-dire qu'il faut apprendre les rouages de l'hôpital public, de savoir gérer, de connaître les interventions chirurgicales, de savoir quand c'est que je vais appeler mon malade. Et ça, en fait, on l'apprend à l'hôpital public. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est indispensable d'être senior dans un public où c'est un peu plus familial, on a un peu plus le temps. En privé, en libéral, c'est une question de rentabilité. Effectivement, quand vous allez arriver et que votre premier jour, eh ben, vous mettez du temps à rêver au patient, le chir, il va vous dire « Attends, là, ça va pas. On doit travailler correctement, mais on doit gagner notre vie, comme je vous l'expliquais. » C'est-à-dire que quand on fait un patient, on est payé pour un. Si on fait 4, on est payé pour 4. Et donc ça, c'est vraiment ce facteur de rentabilité, ce facteur qui peut être un facteur de stress aussi. C'est le point qui est assez négatif, mais avec l'expérience que vous avez emmagasinée avant et avec une relation qui se fait bien, globalement, ça se passe plutôt bien. Et il y a une phrase souvent qu'on dit en hôpital public, c'est privé, c'est qu'on dit que la caravane, elle avancera toujours à la cadence du chameau le plus lent. Donc vous avez beau, vous, arriver le matin très vite et compagnie, s'il y a un brancardier qui décide de retarder le truc, ça avancera lentement. Mais il ne faut pas qu'en tout cas, ça soit l'anesthésiste qui retarde les choses. Nous, on réfléchit comme ça, donc globalement, tout le monde tire dans le même sens. Vous êtes à l'hôpital public, vous arrivez, si le brancardier met 2 heures à amener le malade, ça va vous pomper tout le truc. Donc là, globalement, tout le monde a intérêt à gagner. Mais ce facteur de rapidité, ce facteur de rentabilité peut nous faire des erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette expérience, ce vécu et connaître son métier, connaître ses produits, connaître les temps opératoires. Mais la chance que j'ai dans la structure où je suis, c'est qu'on n'est jamais tout seul. Il y a des structures qui sont vraiment du privé, du libéral. Et ça, il ne faut pas le faire. C'est dangereux. On peut refuser de le faire. Je vous donne un exemple parce qu'on en parlait tout à l'heure. Les IAD que l'on a sont salariés d'hôpital. Il s'avère que lorsque l'IAD, elle peut être malade, elle n'est pas là. Donc on va se retrouver avec un chirurgien sur 2 salles. On explique que ce n'est pas notre faute. Et on ne fera qu'une seule salle. Donc le chirurgien va rouspéter, il va l'avoir direction. Et là, il va dire, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc tout le monde s'adapte à cette situation-là. Mais c'est un fait, ce n'est pas notre faute, ce n'est pas la faute des personnes. Et donc tout le monde s'arrange pour que ça se passe. Mais c'est un facteur de stress. À côté de ça, on en dort un malade à côté, on doit gérer d'autres situations en même temps. Voilà. Mais ça, pour ça, c'est vraiment le point négatif, alors qu'à l'hôpital public, on est un peu plus souple. Par rapport à ça, on est un peu plus moins stressant, parce que dès qu'on fait une erreur, c'est pour ne pas m'ouvrir que en libéral, dès que vous avez fait une erreur, tout le monde se dédouane, il y en a un qui reste à la lumière au milieu, et c'est un peu ça, et ça, il faut le savoir, il faut l'accepter. Et pour rebondir aussi ce que disait la consultation d'anesthésie, pour vous, ça vous paraît très chiant. Et lorsque le PH ou l'assistant vous demande d'aller faire la consultation dans les étages, vous avez l'impression que c'est parce qu'il n'a pas envie de faire son travail. Mais non, c'est apprendre. C'est le plus important de notre métier. C'est là qu'on va tout dépister. Je vous prends un exemple tout bête. Quand vous serez soit à l'hôpital public, soit en libéral, vous allez endormir un patient, vous allez lui casser une dent. À la consultation d'anesthésie, nous, dans le libéral, on regarde comment étaient les dents. Si l'anesthésiste avait marqué que les dents étaient bonnes, c'est tout pour votre pomme. C'est le truc où on a le plus de risques. Et donc, il y a des stress, il y a des problèmes, tout n'est pas rose, et ça en tout cas, c'est un point qui est négatif, je dirais, pour l'hôpital libéral, et qui est plutôt un point positif, parce qu'il y a cette solidarité, ce groupement qui fait que ça ira mieux en public qu'en privé. Et donc voilà, et en tout cas, vous rebondir vraiment, c'est une aparté, même pour votre profession, que ce soit en libéral ou en public, la consultation d'anesthésie, c'est la base du début du travail, et c'est un moment très important parce que c'est là où on doit informer le patient de tout, comme la visite de pré-anesthésie, c'est là où on doit informer de tout le patient, parce que quand il y a des problèmes, on va se rendre compte que c'est est-ce que je l'ai informé, est-ce que je lui ai dit ou je ne l'ai pas dit. Et donc d'un côté médico-légal, où pour nous c'est très important, ces moments de VPA, où on fait systématiquement les visites pré-anesthésie pour réexpliquer mal quand on ne l'a pas vu en consultation. C'est des moments qui sont très importants et qui sont un peu contraignants. On va se souvenir qu'à l'hôpital public, on ne faisait pas forcément les VPA, le patient arrivait le matin au bloc, on regardait, on endormait. En structure libérale, je ne parle pas où j'étais, hein. On arrivait le matin, je te rappelle Arthur, on découvrait le malade, on endormait, c'est classique. En hôpital libéral, on doit la veille aller voir son malade, qui est un facteur
contraignant, bien évidemment, mais ça fait partie de notre travail aussi de faire ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour l'instant déjà? Parce que l'idée c'est de faire quelque chose d'assez interactif, donc il y a peut-être des choses particulières, des questions que vous avez. On ne vous voit pas très bien. Non. Je vois qu'il y a quelqu'un là-bas. Est-ce que c'est possible de se lever et de parler fort? Parce que sinon on va pas... Ou un micro, de faire tourner un micro sinon. Ouais, il y a un truc. Il y a un micro C'est bien que derrière. ce soit un peu interactif comme ça. Oui, n'hésitez pas à poser des questions. Et on répond pas forcément à ce qui vous intéresse. Donc. On n'est pas à la SFAR, n'hésitez pas à poser des questions, on n'a pas de non-dit, on répondra avec plaisir. Hein. Voilà, et si on n'est pas politiquement correct, c'est pas très grave non plus. Hein. On est filmé quand même. Merci. Ouais. Question, est-ce que on a le droit de faire les deux? Et est-ce qu'il y en a qui le font? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il y a le docteur Le Sachet dans la salle? Non, et voilà. Vous l'avez vu ce matin, il y a Frédéric Le Sachet pour les premiers semestres qui est venu vous parler. Le docteur Le Sachet, typiquement, il est à 50% chez nous, à La Pitié, et à 50% autre de son temps dans une structure privée, dans une clinique privée. Donc oui, tu as le droit d'être à mi-temps. Typiquement, alors c'est ce qu'on peut considérer comme le schéma idéal, à la limite. Ça demande quand même de jongler. Lui, il le fait pour Frédéric Le Sachet, c'est vraiment c'est super parce qu'il y trouve son compte et voilà. Il y a d'autres médecins qui ont essayé en termes d'emploi du temps et ça peut être un peu, tu vois, chronophage et un peu une charge mentale énorme d'avoir deux structures différentes à gérer. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, tu peux. C'est bien plus adapté si on fait de l'anesthésie que de la réanimation. Généralement, en anesthésie, on peut le goupiller, faire moitié une journée de structure comme ça, ou alors c'est une semaine. Il faut s'adapter, c'est comme tout, hein. À partir du moment où on trouve son compte, c'est bon. Mais en tout cas, oui, théoriquement, c'est faisable, c'est possible. Nous, on fait du déchoc, donc en fait, on n'a pas le suivi. Enfin, en déchocage, nous, nos patients, ils sont là pour rester 24-48 heures, donc en fait, ça pose pas de problème d'être à mi-temps. Mais c'est vrai que pour les RH, je suis d'accord avec toi, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Est-ce que pour vous qui êtes dans le public, c'est pas contraignant justement d'avoir tout le temps des externes, des internes à former? Enfin, c'est pas méchant, mais toujours un peu dans les pattes. C'est pas du tout méchant. Il y en a, je pense, stressé, pour qui c'est contraignant. Hein. Enfin, il y en a qui aiment pas forcément avoir, tu vois, un externe ou un interne. Si t'aimes pas, bah t'en as pas, quoi. Et après, alors on a dit qu'on faisait pas de langue de bois. On a des chefs de clinique qui font le planning de nos internes. Les médecins anesthésistes qu'on juge, voilà, qui vont pas vous apprendre quelque chose dans votre journée, parce que le but c'est que vous veniez tous les jours et que vous appreniez quelque chose. On ne leur met pas d'interne avec eux, par exemple, tu vois. Et effectivement, si t'aimes pas l'enseignement et si t'aimes pas avoir des internes avec toi, c'est vrai que c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu l'hôpital public. Ce qui est bien, c'est justement de partager. C'est justement cette espèce de cohésion qu'on a et l'équipe et l'ambiance qu'il peut y avoir. C'est agréable. Après, si tu n'aimes pas faire de l'enseignement spécialement, tu n'auras pas forcément besoin d'en faire. Mais bon, c'est quand même au CHU, en tout cas dans les CH, c'est pas pareil, mais au CHU, c'est quand même notre mission. Donc, qui dit CHU dit universitaire. Donc, va dans un centre hospitalier à ce moment-là, si tu n'as pas envie de faire de l'enseignement. Mais bon, au CHU, c'est quand même... Voilà, c'est pas le but quand même. Moi, j'ai deux petites questions plutôt pour l'hôpital privé. Je suis ici, chef. Ah, pardon. Déjà, avec les histoires de dépassement d'honoraires, est-ce qu'on n'a pas l'impression de faire une médecine à deux vitesses et de sélectionner un peu sa patientèle et d'en laisser une de côté? Et deuxièmement, est-ce que c'est possible d'avoir une vraie activité de réanimation? Parce que là, on a parlé beaucoup d'anesthésie, mais plutôt de réanimation à l'hôpital privé. Alors, pour répondre rapidement à la deuxième question, je fais beaucoup plus de réanimation que d'anesthésie. Donc, dans la structure où je suis, on est une réanimation de 20 lits de chaud et on va dire et de 10 lits de soins intensifs. Et on est dans notre groupement d'hôpital, qui est un gros hôpital, 6 réanimateurs qui font aussi l'anesthésie. Donc moi, sur mon planning, en gros, sur 6 semaines, je fais au minimum 3 semaines de réanimation ou de soins intensifs, 2 semaines d'anesthésie, 1 semaine off. Donc je fais beaucoup plus de réanimation que d'anesthésie. Et donc oui, on peut tout à fait faire de la réanimation. Alors après, c'est toujours pareil. C'est un rythme. Nous, on fait de la réanimation et de l'anesthésie, parce qu'il y a des structures qui sont souvent séparées. C'est soit le service d'anesthésie, soit le service de réanimation. Mais en tout cas, dans le où je suis, on fait... et les anesthésistes peuvent faire aussi de la réanimation. C'est ouvert à tout le monde. Ou même l'activité de garde. Donc on peut faire les deux. Pour reprendre maintenant la première question, en réanimation, il n'y a pas de secteur 2 possible, ni de dépassement
que cela soit dans le structure libérale. À ma connaissance, je ne connais personne pour faire d'autres remplacements en réanimation où il y a du secteur 2. Je pense que c'est toujours très délicat d'aller demander, lorsqu'on fait une consultation, le seul moyen de le faire, c'est lorsqu'on fait des consultations pour voir les familles, de demander un dépassement de l'horaire. Éthiquement, je pense que ça ne se fait pas, il ne faut pas le faire. Mais tout peut se voir. Et pour revenir à l'anesthésie, oui, c'est le seul moment où on pourrait en faire. Les structures des SPIC où je suis, il n'y a pas de secteur 2. Déjà, donc c'est réglé. Les chirurgiens non plus, n'en font pas. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'on peut toujours détourner les systèmes. C'est que on peut avoir un cabinet de consultation d'anesthésie à côté, faire du dépassement d'horaire sur la consultation d'anesthésie, demander un dépassement d'horaire parce qu'on va faire une péridurale, qu'on va faire un bloc d'ALR particulier. Donc, c'est tout à fait faisable. Moi, c'est un choix qu'on ne fait pas dans la structure où on est. Dans la structure où on est, tous les anesthésistes, même si on est en secteur 2, alors c'est un peu bête parce que, pour donner un exemple, moi je vais le rendre, mon secteur 2, je l'avais, mais je vais le rendre parce qu'il ne me sert à rien. Enfin, je pense qu'il ne me sert à rien. Peut-être qu'à d'autres, ça servira. Mais pour ma part, faire du secteur 2 en anesthésie, je n'en vois pas l'intérêt. Moi, j'ai toujours une gêne à demander en consultation, à gratter. Sachant que je gagne très bien ma vie pour en gagner plus. C'est une question de mentalité. C'est faisable. Mais je pense quand même que l'évolution de la médecine en France, lorsqu'on se projette avec toutes les réformes, va tendre sur le fait que ce secteur 2, il risque plutôt d'être sur le déclin. Il y aura toujours les secteurs 3 hors conventionnés, on pourra être dans ce secteur-là, mais je pense que, et c'est qu'un avis personnel, je dis bien, le secteur 2, lorsqu'on a anesthésie et réanimation, je ne suis pas persuadé que ça soit la meilleure chose de moi. C'est ce que j'explique toujours de mon vécu. Moi, je l'ai eu, je m'en suis servi, mais je vais le rendre. Parce qu'en termes de charge, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus contraignant que ce que j'en ai de bénéfices. Et après, c'est toujours pareil, c'est une question de rentabilité, faire toujours plus. Mais à un moment, je pense qu'il faut savoir être content de ce que l'on a et s'arrêter. Voilà. Mais en tout cas, oui, comme c'est faisable, mais je ne pense pas que ça soit le plus important et le plus utile. Ça peut être fait aussi à l'hôpital public, hein, d'ailleurs, le secteur 2. Oui, il y a pas mal de PU qui le font, par exemple. Quand on veut le faire, souvent, on est dépendant du chirurgien. C'est-à-dire que c'est comme, vous savez où on est, les consultations d'anesthésie, on voit un malade qu'on n'endormira pas. C'est toujours compliqué de faire du secteur 2 sur un malade qu'on ne va pas endormir. Si c'est le cas, à ce moment, c'est qu'on est dépendant. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. C'est qu'on est dépendant du chirurgien. Et dans la structure où on est, on ne veut pas être l'anesthésie du chirurgien. C'est-à-dire que le chirurgien, il a 4 ou 5 anesthésistes, et c'est comme ça. Donc, on peut le faire, mais je pense que l'évolution fait que ça va se faire de moins en moins. Ouais, alors on peut faire du secteur 2 à l'hôpital. En effet, moi j'ai plein de patients sortis de la consultation qui me demandent combien ils me doivent. Je vois quand je leur dis rien, ils me disent mais vous êtes sûr docteur? Je dis bah oui. Et on peut le faire, nous on le fait pas du tout dans mon service en termes d'anesthésie réanimation. Nous on le fait pas en anesthésie. Je connais pas de structure hospitalière où ils le font, mais voilà. Et par contre oui, les chirurgiens les PU ont le droit de faire du secteur 2 pour certains de leurs patients. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors une toute dernière, parce qu'après il faudra qu'on passe à la prochaine session, on est déjà un petit peu en retard. On n'entend pas très bien, il faudra parler plus fort. Alors en toute honnêteté, si tu n'as pas envie de faire de recherche, si tu n'as pas envie de faire d'enseignement, ne deviens pas chef de clinique, franchement. Être assistant, excuse-moi. C'est le topo d'après. Je serai encore là pour en parler d'ailleurs. Je serai encore là pour en parler après. Mais réponse, c'est intéressant. Je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut faire 2 ans de post-internat. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, pour moi, moi j'ai été chef de clinique parce que j'adore l'enseignement et voilà. Maintenant, il y a quand même des contraintes à être chef de clinique que tu n'as pas quand tu es PHC ou assistant. Il faut aimer ça, avoir une vraie velléité universitaire. C'est super bien de faire 2 ans d'assistanat, t'apprendras ton métier et c'est super bien, ça suffit. Enfin, ça suffit, pas forcément, mais... Ah bah oui, tout à fait. Moi, quand j'étais PHC, j'ai pas arrêté. J'ai pas dit aux externes, ah non, me posez plus de questions. Maintenant, les gars, j'ai changé de statut, je suis PHC, je suis plus là pour vous répondre. Non, clairement pas.
Et les assistants, nos assistants, ils ont des internes avec eux au bloc, ils leur apprennent plein de trucs, ils participent à l'activité universitaire du service. Si on demandait à nos 2 CCA de faire tous les cours aux internes et tous les cours aux externes, je pense que ça ne serait pas possible. Enfin, tu vois, moi je fais encore des cours aux internes, des cours aux externes, voilà. C'est ça qui est sympa de rester à l'hôpital public, hein, sinon... Toute une question de mentalité, d'envie. Oui, c'est ça exactement. Donc, merci beaucoup Emmanuel et Thibaut. On a un petit peu de retard. S'il y en a qui veulent aller à côté, n'hésitez pas à y aller un petit peu discrètement. Peut-être qu'on ne va pas faire sortir tout le monde, sinon on va perdre encore 5-10 minutes pour le prochain topo, surtout qu'on a la chance d'avoir Thibaut qui est déjà là. Emmanuel, tu peux rester, évidemment, il n'y a aucun problème. Je crois que je suis tout seul.